Alors, il y a eu plusieurs éléments. Le premier, comme d'ailleurs la plupart de mes livres, hein, c'est lié à ma pratique d'avocat. J'ai par ailleurs des dossiers, des chantiers, disons, des recherches en cours, mais souvent ce sont les dossiers qui déclenchent la recherche. Et là, en l'occurrence, comme je suis avocat pénal et que je fais ce qu'on appelle des commises, enfin je suis commis d'office, hein, je suis volontaire pour m'occuper des gens qui n'ont pas d'avocat, hein, donc le bâtonnier me nomme pour défendre une personne. Il m'est arrivé d'être nommé pour défendre des gens qui étaient soupçonnés donc de pédophilie. Voilà. Ça m'est arrivé pas un nombre incalculable de fois, hein, je les compte sur les doigts d'une main les fois, mais il y a eu un dossier qui a été particulièrement complexe. Bon, ça c'est une première chose. Ça c'est la première partie de mon livre, si vous voulez, c'est un dossier. Ensuite, sur la deuxième partie, ça a été déclenché par des questions de responsables d'égalité et réconciliation qui m'ont posé la question au moment de la loi Schiappa, au mois d'août de 2018, lorsqu'elle est sortie, et qui m'ont dit que plus personne ne savait plus quoi comprendre, que c'était complètement confus, et ça m'a poussé alors à des recherches et qui se sont avérées effectivement plutôt complexes, et ça a donné la deuxième partie du livre. Elles sont encore, à l'heure actuelle, comme je l'explique dans mon livre, difficiles à prévoir. Il est toujours difficile de savoir comment une loi va être interprétée. On pourrait dire que la loi Schiappa normalement, on peut espérer en fait qu'elle n'aura pas beaucoup de conséquences. Il y aura quelques conséquences de procédure, notamment le fait qu'en cour d'assises, on puisse poser la question de savoir s'il n'y a pas eu viol, est-ce qu'il y a eu au moins atteinte sexuelle. Bon. Mais du point de vue, en tout cas, ce qui est clair, c'est que sur le cœur, ce qui a fait la loi Schiappa, c'est-à-dire la question qu'on a dit du discernement de l'enfant. Bon. Là, on peut espérer qu'il n'y aura pas de changement. Parce que s'il doit y en avoir, ce ne seront pas des changements qui vont dans le bon sens. Ça, c'est clair. Il faut beaucoup se méfier de ce que vous avez lu dans la presse. Déjà, il faut avoir de la méfiance vis-à-vis de ce que disent les juges dans leurs décisions, de ce que disent également les avocats pour la défense de leurs clients. Mais alors, par-dessus tout, vous méfiez de la presse. Parce que souvent, il est rare que les journalistes soient compétents. Quand ils le sont vraiment, on les remarque. C'est rare. Et puis, par ailleurs, il y a une sorte de volonté de mobiliser un petit peu l'opinion, bref, de vendre. Alors, il est facile de dire un peu n'importe quoi. Mais le cas que vous évoquez m'évoque effectivement des souvenirs. On a dit qu'il n'avait pas les codes culturels. Et que donc, franchement, c'est difficile d'en parler sans savoir exactement de quoi il était question. C'est compliqué, hein, franchement. Surtout que tout ce que je peux dire de manière générale, c'est que nous sommes dans une pseudo-culture, nous, en Occident, hein, qui est largement irrationnelle. Par exemple, on interdit aux gens de se marier avant l'âge de 18 ans, mais on promeut la sexualité et la sexualisation quasiment le plus tôt possible, hein, en réalité. Hein. On prône la liberté et surtout, on fait tout pour non seulement retarder l'âge du mariage, mais déconsidérer le mariage et déconsidérer également même les relations de couple. Vous voyez, par exemple, comme on promeut les cougars. Bon, or il n'y a pas plus contre nature que la relation avec une femme âgée. Je veux dire, quel est le but d'avoir, pour un jeune homme, des relations avec une femme âgée ? Il y a pour faire quoi ? Qu'on nous dise. C'est comme cette dame, il y a quelques années, une amie qui me disait, elle s'était mariée très jeune, elle avait très vite divorcé pour en profiter. Et je lui demandais, mais profiter de quoi ?
Bon, donc ça c'est pour la culture. Et on a des gens, par exemple des migrants afghans, l'Afghanistan qui était quand même un modèle de société il y a encore quelques années avant que les Américains arrivent, et on transplante des Afghans, on les transplante brutalement comme ça, en Allemagne ou en France. Bon. Que ça puisse créer un choc, c'est normal. En fait, c'est pas du même registre. Mais nous avions autrefois... En fait, il y a d'anciennes lois. Bon, je vais vous répondre. Vous m'avez posé une question de manière générale. Je vais pas pouvoir, je suis pas en mesure de vous répondre de manière très technique. Bon, donc je vais vous répondre aussi de manière générale, ce qui est pas plus mal. Mais en même temps, en restant précis, parce que le problème pour un juriste, c'est de rester précis. Donc, si je vous parle de manière générale, je dois dire que nous avions en Occident, je dirais, une enveloppe qui portait effectivement sur la protection des mœurs, les bonnes mœurs. Et c'est dans ce cadre-là que la liberté d'expression, notamment la liberté d'expression cinématographique ou artistique, pouvait être restreinte. Bon. Ces restrictions-là ont été combattues et sont tombées, mais dans l'enveloppe, elles ont été remplacées par leur inverse complet. Par exemple, aujourd'hui, il est interdit de provoquer à l'homophobie. Et c'est dans le cadre de l'enveloppe de la restriction à la liberté d'expression. Autrement dit, nous avions autrefois l'interdiction de promouvoir les mauvaises mœurs. Aujourd'hui, c'est le contraire. Nous avons l'obligation de promouvoir les mauvaises mœurs. Et en tout cas, l'interdiction de promouvoir les bonnes mœurs, on le voit bien. Hein, on a des campagnes de presse, des campagnes politiques et bientôt des campagnes judiciaires menées contre ceux qui, sous prétexte de défendre les bonnes mœurs, viendraient à condamner les mauvaises. Voilà. Donc je vous fais une réponse générale. Après, techniquement, ça exigerait de moi de pouvoir consulter mon code pénal, hein, que j'ai pas toujours complètement à l'esprit. Très bien. Alors, là, c'est un domaine un peu complexe, parce que c'est un petit peu comme ça que j'ai abordé la conférence de Mulhouse. C'est qu'on parle quand même beaucoup, surtout dans la dissidence, disons, enfin, sur Internet, etc., de lutte contre la pédophilie. Au plus haut niveau de l'État, notamment avec Marlène Schiappa et avec Emmanuel Macron, on a prétendu renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, les violences sexuelles faites aux enfants, donc lutter contre la pédophilie. Mais j'observe que la lutte contre la pédophilie, de la part des médias et de la part de la justice, n'est jamais orientée vers des réseaux pédophiles. En général, quand il y a un soupçon de réseau, que ce soit de la part de la presse, enfin, ou de la part du pouvoir judiciaire, c'est assez vite étouffé. Voilà. Donc ça, c'était le point de départ. Comme par hasard, quand il s'agit de lutter contre la pédophilie, ça ne s'oriente pas vers les réseaux pédophiles. En revanche, ça s'oriente contre l'Église catholique, et là, on s'en donne à cœur joie, et même contre la famille. La famille en tant que cellule et structure traditionnelle. Voilà. Donc, la perversion, elle est là, si vous voulez. C'est la saine colère populaire, l'émotion qui est légitime, elle est détournée contre des institutions protectrices de l'individu. Parce que le jour où il n'y a plus cellule familiale et où il n'y a plus structure protectrice de l'Église catholique, ça, Israël Shamir l'a très bien dit, alors qu'est-ce qui restera pour protéger les individus ? Plus rien. Plus rien. Alors là, la seule protection de l'enfant, ce seront les réseaux pédophiles. Là, pour le coup, pour de bon. Parce que ces réseaux, on insiste, on parle beaucoup des réseaux en France, mais il ne faut pas oublier que pendant qu'on nous parle de lutte contre la pédophilie en France, on détruit l'Irak, on fait mourir de faim 500 000 enfants en Irak, on rase la Syrie, et on crée des centaines de milliers d'orphelins qui, eux, sont la proie des prédateurs.
il faut se méfier, notamment, on lance beaucoup la pierre à l'Église catholique, mais il faut se méfier de tout ce qui est réseau humanitaire. Parce que pour un pédophile, il y a des destinations touristiques. Vous avez la Thaïlande. Il faut en parler aussi. Voilà un réseau pédophile. Mais allez en Thaïlande, allez au Maroc. Hein, dans certaines villes du Maroc, ils sont réputés pour donner accès à des enfants. Et vous avez des familles qui vendent, ils sont obligés de louer, de vendre leurs enfants pour vivre. Hein. Voilà des réseaux dont il faut parler également. Et puis vous avez tous les pays qui sont rasés par les forces otanesques, et ceux-là, eh ce sont des véritables terrains de jeu, ça, sans difficulté.